Et toi, c'était comment? Le podcast des jeunes praticiens avec la médicale. Je m'appelle Aurélie Gimbert, je suis chirurgien ophtalmologiste à Lyon. À la base, je suis originaire de Montélimar. Je suis arrivée à Lyon pour mes études de médecine, donc à 18 ans. Je suis spécialisée en chirurgie réfractive, donc je fais de la consultation au cabinet. J'opère mes chirurgies réfractives à l'Institut Lilo, que nous avons monté avec 6 de mes associés. Et j'opère tout ce qui est cataracte à la clinique du Parc à Lyon. Vous arrivez à ouvrir l'autre œil dessous? Oui, ça va? Super. Elle est exactement comme tout à l'heure. On va repérer déjà le centre de votre œil, faire quelques photos. Alors, je suis arrivée à Lyon pour mes études, pour mon concours de première année de médecine que j'ai obtenu. J'ai fait mon externat à Lyon. Puis au concours de l'internat, moi je voulais absolument faire de l'ophtalmo. Je n'étais pas sûre de pouvoir l'avoir à Lyon, donc je suis partie à Saint-Étienne. J'ai choisi la sécurité. Puis mon chef de service de l'époque m'a proposé de prendre un poste de chef de service dans un hôpital périphérique à Montbrison, qui n'avait pas de service d'ophtalmologie à l'époque. On a monté ensemble toute l'activité. Et je suis restée 6 ans là-bas. Puis j'ai voulu rentrer sur Lyon et m'installer en libéral. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir ma première installation dans un cabinet de groupe, un centre qui était à Lyon-Part-Dieu. Puis en 2022, j'ai eu l'occasion de reprendre le cabinet d'un chirurgien qui partait à la retraite, qui était lui-même spécialisé en chirurgie réfractive. Et comme c'est ce que je voulais faire comme spécialité, le projet était parfait, donc j'ai saisi l'occasion. Alors, si vous sentez que je vous touche un peu le visage comme ça, c'est pour vous repositionner, donc vous laissez faire. En gros, si je fais ça, voilà, c'est parce que vous êtes un petit peu décentré. Là, je vais bien me centrer. On aura 40 secondes de traitement. Ok, d'accord? Alors, la chirurgie réfractive, c'est la chirurgie des défauts visuels, donc la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie. Le but, c'est de s'en débarrasser. Donc, on peut faire des chirurgies réfractives, c'est-à-dire des chirurgies laser ou des chirurgies par implant. Quelle que soit la technique, le but, c'est que le patient ait la même vision qu'avant, mais sans lunettes, sans lentilles, sans correction. Quels sont les avantages et les inconvénients entre ces deux façons d'exercer finalement son métier de chirurgien ophtalmologue, entre hôpital et libéral? Alors à l'hôpital, il y a beaucoup de sécurité, c'est-à-dire qu'on a quand même la structure au-dessus de nous. Donc quand on est chirurgien, pour tout ce qui est responsabilité, c'est vrai que c'est quand même sécurisant. Le libéral, on est livré à nous-mêmes. Voilà, si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Il y a beaucoup plus de responsabilités. Mais par contre, on a un mode d'exercice qui est plus libre aussi, c'est-à-dire que on fait les horaires qu'on veut, on travaille comme on le souhaite, on n'a pas de hiérarchie, on est son propre patron. Mais après, voilà, tout ce qu'on gagne comme avantage en étant en libéral, il faut bien se dire qu'au niveau de la charge mentale, de l'organisation, voilà, il n'y a pas que des avantages non plus. Alors après, il y a aussi le côté financier où c'est vrai qu'on gagne quand même beaucoup mieux. Il y a vraiment une nette asymétrie entre ce qu'on gagne en privé, en libéral, et puis à l'hôpital, malheureusement, l'écart il est quand même très important. Donc ça peut nous permettre aussi de lever un peu le pied quand on est en libéral. Nous, en ophtalmologie, on peut vraiment se permettre de ne pas travailler à temps plein et de pouvoir bien vivre. Et donc je travaille 6 demi-journées dans la semaine. Donc j'organise mon temps entre le cabinet, la consultation et puis les chirurgies. Donc la chirurgie, ça représente qu'une demi-journée par semaine. Une semaine sur 2, j'opère à la clinique du Parc Cataracte et une semaine sur 2, je fais ma chirurgie réfractive. Et le reste du temps, j'ai 5 demi-journées de consultation dans mon cabinet. Et j'ai aussi des demi-journées de consultation au centre Lilo qui sont, elles, des consultations dédiées chirurgicales. Allez, on est parti. Voilà, donc comme vous avez entendu tout à l'heure, il y a un bruit un peu particulier. Aurélie, comment est organisé le quotidien de votre environnement professionnel? Alors, au cabinet, nous sommes associés à 2. J'ai un associé et nous avons monté une société où nous employons des secrétaires et des orthoptistes. Donc, nous avons 2 secrétaires et nous avons 3 orthoptistes. Donc, voilà, en tout, à 2, nous avons 5 employés au cabinet. Et ensuite, au centre de chirurgie réfractive, nous sommes 7 associés chirurgiens. Et pareil, de la même façon, nous employons une assistante et 2 orthoptistes qui vont nous aider au bloc opératoire. Alors, là, c'est vraiment pas très agréable. Je vais pincer votre œil pour refroidir. C'est que de l'eau. Hop, allez, on y va. Je vais regarder un petit peu vers le bas. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Tout, moi j'adore. J'ai la chance de faire exactement la spécialité que j'avais choisie et que je voulais faire quand j'étais externe.
C'est une spécialité qu'on ne connaît pas trop. La plupart des gens se disent l'ophtalmo, c'est bon, je le vois 5 minutes, il me renouvelle mes lunettes, ça ne doit pas être très intéressant. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une spécialité qui est à la croisement de plein d'autres spécialités. L'œil est un peu le point central de beaucoup d'autres organes. Il y a tout un versant pathologie médicale qu'on peut entièrement traiter au cabinet. On a toute notre imagerie qu'on sait faire nous-mêmes. On n'est pas dépendant des radiologues, on sait faire des imageries. C'est une spécialité qui est très technique et du coup qui évolue énormément. On a été parmi les premiers à bénéficier de l'intelligence artificielle. Il y a déjà des logiciels qui peuvent interpréter des images tout seuls. Voilà, on est vraiment à la pointe de la technologie. Là, je vous ai posé la lentille, donc voilà, vous ne toucherez pas la lentille. On ne lève pas. Je vais vous enlever l'écarteur, vous essayez de fermer tout doucement pour pas qu'elle parte. Et c'est nickel. Allez, on fait exactement la même chose de l'autre côté maintenant. Vous connaissez. C'est extrêmement gratifiant comme chirurgie. Alors, on n'est pas sur du vital, on ne sauve pas des vies. Par contre, on a vraiment ce côté où on peut leur changer la vie quand même. C'est-à-dire que la plupart des gens, surtout ceux qui ont beaucoup des pathologies, ou par exemple une cataracte, le patient progressivement, il ne les voit plus, il perd en autonomie, on l'opère, il récupère sa vision. Et c'est vraiment très gratifiant. Et la chirurgie réfractive, c'est encore mieux parce qu'on opère des patients jeunes. Alors certes, leur seul problème, c'est qu'ils ont des lunettes ou des lentilles qu'ils veulent s'en débarrasser. Mais en fait, il faut bien se dire qu'un myope qui est à -6, il n'y voit rien, il est complètement dépendant de sa correction, il ne peut pas faire de sport, il ne peut pas imaginer sortir de chez lui sans correction. Et quand on les revoit le lendemain d'une chirurgie, ils nous disent quasiment tous vous m'avez changé la vie. Je suis très contente d'être dans une spécialité qui est sur du fonctionnel. Le patient a un problème, il vient nous voir, on résout le problème, il est guéri. Et ça, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de spécialités où on guérit les patients. L'ophtalmologie, c'est une spécialité où on guérit les gens. Quelles sont les difficultés de votre spécialité ? Alors ça va de pair avec les avantages. En fait, cette spécialité, on est sur du fonctionnel, ce qui implique quand même une grande responsabilité parce que ces gens, ils sont jeunes, ils vont bien et il faut qu'ils aillent aussi bien au moins après. Il ne faut pas qu'il y ait de complications. C'est un peu comme la chirurgie esthétique, on a quand même une obligation un peu de résultat. Et donc ce qui donne quand même une certaine pression. Il faut que les patients, ils aillent bien derrière. Comment est-ce que vous vous préparez mentalement avant une opération ? Est-ce que vous avez des conseils à partager avec vos futurs confrères, consoeurs ? Alors moi, je suis un peu toquée pour ça. Je ne ferai jamais de grosses soirées la veille d'un bloc. En principe, je dors bien, tout simplement. Et j'essaye d'être le plus reproductible possible. C'est-à-dire que la chirurgie ophtalmologie, c'est des chirurgies qui sont très courtes, qui sont très codifiées. Et c'est bien pour les gens qui sont très perfectionnistes et un petit peu carrés. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est répétitif. On fait un peu toujours la même chose, mais c'est le but, en fait. Pour pas être impacté par les émotions, par les aléas, en fait, il faut que tout se passe toujours pareil. Et donc, moi, je me conditionne. J'arrive au bloc opératoire, je check mes dossiers. En principe, je les ai préparés en amont. Je suis assez old school. Je les sors en papier. Je les ai déjà lus avant. J'ai déjà préparé. Comme ça, moi, s'il y avait un raté, un oubli, au moins, je l'ai déjà checké. Au bloc, on refait le point. Et voilà, en fait, il faut être systématique pour rien oublier et penser à pas déléguer. Parce que on a toujours des histoires de mauvais implants mis dans le mauvais œil, de mauvais côté opéré. Et en fait, il y a des checks successifs par les assistants, par nous aussi. Mais il faut bien dire que si un jour il y a un problème et qu'on n'a pas vérifié, c'est de notre faute. Donc, il faut tout vérifier par soi-même, je pense. Allez, ça s'est très bien passé. C'est bien installé. Le lit se met en mode sortie. Ne bougez pas. Ouvrez les yeux tout doucement. Ça va ? Super. Bon, là, c'est fou, c'est normal. Alors toute cette responsabilité, comment est-ce que vous la vivez, et cette pression, j'ai envie de dire ? Alors moi, heureusement, je suis de nature assez calme, mais il faut bien se dire qu'on prend quand même la pression. On a des cabinets à faire tourner, on a des salariés qu'on doit payer à chaque fin de mois. Voilà, il faut que les choses, elles tournent en fait. C'est une grosse machinerie, on a énormément de charges en ophtalmo parce que comme on a beaucoup de matériel, le revers, c'est que les charges sont énormes. Et en fait, on ne peut pas se permettre de ne pas bosser, en fait. Et donc, voilà, il faut l'assumer et il faut avoir conscience aussi de ses faiblesses. Et je pense que moi, j'ai choisi la chirurgie réfractive en toute connaissance de cause. Si j'avais été trop stressée, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et cette forme de pression vis-à-vis des patients, cette fois-ci, comment vous la vivez aussi ? On le ressent comme une responsabilité, c'est-à-dire que moi, je me donne une obligation de soins, de résultats. Donc, je donne toujours mon maximum pour que ça se passe bien. Et malheureusement, dans la chirurgie, il peut y avoir des aléas thérapeutiques, c'est-à-dire que des fois, on a tout fait comme il fallait, puis ça ne va pas, en fait. Il peut y avoir une complication, il peut y avoir un résultat qui n'est pas satisfaisant.
Et je veux dire que franchement, des fois, heureusement, ça arrive pas souvent, mais en fait, on n'endort pas, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une grosse complication sur une patiente, je m'en souviens très bien, j'en ai pas dormi pendant des jours, hein. Et puis après, heureusement, ça s'est bien fini, mais oui, on peut se faire quand même des ulcères à l'estomac, hein. On n'est pas dans une société qui est très très procédurière, mais mine de rien, quelqu'un qui se fait opérer, il y a une grosse complication, il peut y avoir des plaintes. Et c'est vrai que quand on est en libéral, c'est nous qui avons cette responsabilité-là aussi. D'où l'importance de la responsabilité civile professionnelle. Exactement. De toute façon, quand on s'installe en libéral, c'est une obligation. Donc en fait, l'avantage d'avoir une RCP, c'est que si j'ai justement une plainte d'un patient, s'il y a des dédommagements à faire, c'est l'assurance qui va prendre le relais. Il y a une protection juridique aussi, donc ça veut dire que pour toutes ces démarches avec l'avocat, tout ça, on est aidé, on est accompagné. Tout ça, c'est des étapes où souvent après on est en contact avec son assureur pour pouvoir faire évoluer aussi ses contrats, pour être sûr que ça soit toujours en concordance avec notre pratique. Mais ça c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Donc là vous avez une petite collation, vous pouvez manger, vous pouvez boire, hein, je vous conseille même de le faire. Tout l'attirail là, vous pourrez tout enlever et tout mettre dans la poubelle. Okay. Dès que vous sentirez, Clémence va venir vous chercher, elle vous raccompagnera, vous pouvez partir quand vous voulez. Et la prévoyance, comment ça se passe ? Alors ça c'est pareil, en discutant avec des confrères, quand je me suis installée, c'est une des premières choses que j'ai prises. Moi, je suis assez sportive, comme la plupart de mes associés. Par exemple, l'hiver, je vais au ski. L'été, je fais un peu des sports de glisse. Des sports où on sait qu'on peut avoir des accidents. Depuis que je suis installée, à chaque fois que je rentre de vacances, je me dis « Ouf, je me suis rien cassée ». Et en fait, on ne peut pas se permettre, quand on a une grosse machinerie comme ça, d'être malade sur de longue durée. On ne peut pas se permettre d'être arrêté. Et malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc en fait, la prévoyance, le gros avantage, c'est que ça nous assure, en cas d'arrêt de travail prolongé, en cas d'incapacité, ça nous assure une conservation de notre revenu et la possibilité de continuer à payer nos charges, à payer nos employés. Si on est arrêté pendant 4 mois, là, c'est pas possible. En fait, toutes nos charges elles vont tomber. Donc, ça peut être vite la panique. Donc, la prévoyance, c'était vraiment indispensable. Ça me paraît pas possible de travailler en libéral sans avoir de prévoyance. Et côté retraite, est-ce que vous avez une approche spécifique ? Vous êtes jeune, mais la retraite, est-ce que vous y pensez déjà ? Alors disons que oui, j'y pense. Là, les 10 dernières années ont été vraiment occupées à installer mon activité. J'étais beaucoup dans le présent, dans l'installation, dans les fondations. Et là, maintenant que tout est en place, maintenant ça va pouvoir rouler. Donc là, enfin, je vais pouvoir me pencher vraiment sur l'avenir. Parce que, en fait, nous, la retraite, ça nous paraît loin. Parce qu'on commence à travailler tard, à 30 ans. Souvent, on s'arrête un peu après l'âge normal. Donc c'est un horizon un peu lointain, mais par contre, on sait aussi qu'en libéral, notre retraite, il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Donc moi, je sais que les investissements que j'ai faits aujourd'hui, le cabinet, le centre laser, ça va participer à ma retraite, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on pourra revendre. Pour autant, je vais mettre d'autres choses en place, des investissements progressivement. Après, il y a un contrat qui est très connu chez les médecins, c'est le PER, j'en ai pas pour l'instant. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je vais me pencher. Sur toutes ces questions, quel accompagnement vous recevez ? Vous avez reçu de votre conseiller, de votre assureur ? En fait, à chaque fois qu'il y a eu un développement de mon activité, une extension en quelque sorte, du coup, c'est bien d'avoir un retour avec eux pour voir s'il y a des choses qu'il faut remettre en place. Donc, en fait, le but, c'est de faire un check un peu régulièrement avec eux. Quand on a un contrat de confiance depuis longtemps, finalement, ça va de soi de continuer comme ça. Okay, là, c'est surtout les larmes artificielles qu'il va falloir mettre. Parce que quand ça va se réveiller, ça va se réveiller, ça va être sensible quand même aujourd'hui. Vous allez avoir l'impression d'avoir un grain de sable dans l'œil, les yeux vont larmoyer, ça va pas être très confortable. Donc vraiment, le fait de mettre des larmes artificielles, ça va vous soulager un petit peu. Et surtout le fait de dormir, parce qu'en fait, c'est le frottement des paupières qui rend un peu sensible. Donc plus vous avez les yeux fermés, mieux c'est. C'est pour ça que si vous avez sommeil, franchement, allez dormir. Et puis vous verrez demain matin, quand vous allez vous réveiller, ça ira déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure de votre métier et que vous auriez aimé connaître, savoir au moment où vous avez débuté ? Alors c'est vaste, c'est vrai que quand on est étudiant, on part de zéro, c'est dur, en plus on est sur des patients. On a toujours envie que ça aille plus vite, on aimerait bien déjà être au stade où on sait opérer, où on sait tout faire. Et en fait, malheureusement, non, le chemin est long, c'est pas pour rien qu'on a 5 ans d'internat par exemple pour apprendre notre chirurgie. Malheureusement, on apprend sur le tas, on se forme sur le tas. Finalement, tout ce cheminement qui est difficile, au début, on se remet beaucoup en cause, ça fait peur, les premiers blocs, les premières responsabilités, mais voilà, chaque effort qu'on fait à un moment donné va servir pour le futur. Chaque erreur aussi, ou chaque complication qu'on a va être instructive et va nous permettre de nous améliorer.
Qu'est-ce que vous diriez aux futurs praticiens et praticiennes qui nous écoutent ? Alors, je leur dirais de faire ophtalmo. Non, mais après, moi, c'est vrai que c'est la spécialité que je voulais faire et je pense que c'est très important de faire la spécialité qu'on aime. Parce que être médecin, c'est des responsabilités, on l'a dit. C'est pas un long fleuve tranquille. Et si en plus on fait une spécialité qui nous plaît pas, j'en connais des médecins généralistes qui sont un peu sous l'eau. Je pense qu'on perd au bout d'un moment un peu le feu sacré. Et puis, si on aime ce qu'on fait, on le fera forcément mieux. Il y a une chose aussi, c'est d'être lucide par rapport à soi-même. Moi, je savais que je détestais les gardes. Je voulais pouvoir rentrer chez moi le soir. Je ne peux pas m'endormir en me disant que ça va sonner dans la nuit, que ça se trouve, je vais devoir partir. Et au contraire, il y en a qui adorent les gardes, qui aiment bien ne pas être chez eux. Ça casse leur quotidien. Les stages pendant nos études, ça sert à ça, en fait. On peut avoir une première idée. Moi, je voulais être pédopsychiatre au tout départ quand j'ai fait ma première année de médecine. Mais en fait, il faut savoir se dire, non, en fait, j'avais cette idée de la pratique, mais c'est pas la réalité. En fait, ça me convient pas. C'est intéressant, mais pour moi, pour ma personnalité, c'est pas ça ira pas. Donc, être lucide sur ses qualités, sur ses défauts, et puis prendre quelque chose qui est en concordance avec ses choix de vie. En résumé, connais-toi toi-même. Oui, exactement. Et puis pas avoir peur aussi d'évoluer parce qu'on vieillit, on change. Et puis, il faut que notre pratique, elle puisse suivre ça aussi, mais toujours être en concordance, être bien dans sa vie personnelle pour être bien aussi dans sa pratique professionnelle. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est bon. Non, tout va bien. Bon, de toute façon, voilà, vous vous reposez bien et puis vous suivez l'ordonnance. Voilà, on fait un petit point lundi. Ok. Merci. Allez, reposez-vous bien. Puis voilà, il y a Clémence qui est là, pour vous raccompagner. Merci. Bon, c'est tout bon. Parfait. Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la médicale.